Essentiel des titres, merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité d'abord. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi des négociations de Kampala a une audience ce mardi avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, et le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Après leur séjour à Goma, s'étant rendu compte des conséquences après des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Mary Robinson a exhorté ce groupe rebelle à se désarmer. Jusqu'ici, l'option militaire fait ses preuves dans l'est de la RDC en vue de sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve. Maintenant, il y a une fenêtre pour une démarche politique. Tel est l'essence de cette rencontre qui a réuni ce mardi le coordonnateur du mécanisme national de suivi des négociations de Kampala, François Mwamba, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, en séjour de travail en RDC. Le patron de la MONUSCO était également de la partie. À mon avis, c'est très important maintenant de voir s'il y a peut-être une fenêtre pour un succès politique. Parce qu'après tout, il faut que les gens vivent ensemble. Cette décision intervient après que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs ait demandé aux rebelles du M23 de déposer les armes. Mais pourquoi l'ONU ne sanctionne-t-elle pas ce mouvement rebelle pour toutes les exactions commises sur le peuple congolais? Il faut que le M23 dépose les armes. Absolument, c'est ce que le Conseil de sécurité a dit. Mais il faut qu'on vive ça, il faut qu'il y ait des actes concrets. Comme j'ai dit, comme le Conseil de sécurité, tout le monde veut que le M23 dépose des armes, cesse le conflit. Après la République démocratique du Congo, Mary Robinson et sa délégation se rendront au Rwanda et en Ouganda pour des entretiens avec les autorités de ces deux pays. Après cette dernière étape, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon participera au 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'ouvre ce jeudi à Kampala, capitale ougandaise. Autre sujet également dans l'actualité, au Nord Kivu, la police nationale se déploie à nouveau à Nyiragongo, à environ 10 km au nord de Goma, après que les FARDC ont reconquis ce territoire qui était occupé par les rebelles du M23. Et selon l'inspecteur provincial de la police, le redéploiement de ces unités est consécutif à la reprise de Kibati par les forces loyalistes ainsi qu'au retour de la population dans ces zones libérées. Nous avons relocalisé l'état-major de la police d'Engangi 3 à Mounigui afin de poursuivre la réinstallation des sous-commissariats, jadis sous contrôle rebelle. Le responsable de la police de ce secteur martèle aussi que le redéploiement de ces unités est consécutif à la reprise de Kibati par les forces loyalistes ainsi qu'au retour de la population dans ces zones libérées. Et c'est depuis le vendredi 30 août que les forces armées de la RDC, soutenues par les troupes de la brigade d'intervention internationale, ont repris cette localité de Kibati, verrou stratégique du M23, après d'intenses combats. C'est dans la colline appelée Trois Antennes à Kibati que les rebelles du M23 lançaient leurs obus sur les populations civiles dans le chef-lieu du Nord Kivu. Depuis un moment, les rebelles du M23 subissent les assauts de la part des FARDC, ont été repoussés à une trentaine de kilomètres de Goma. Une accalmie est cependant observée depuis dimanche dans la soirée sur la ligne de front, mais des sources sur place indiquent que les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ratissent et renforcent leur position dans la zone de Kibati. Au Nord Kivu, toujours, 7 combattants du M23 ont été capturés et présentés par les FARDC aux médias locaux et internationaux à Goma. La cérémonie de leur présentation a eu lieu lundi au bureau des renseignements de la 8e région militaire. 3 de ces combattants, dont un officier, ont été capturés lors des derniers affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23 dans le secteur de Kibati. Les 4 autres se sont rendus aux militaires congolais dans le secteur de Mouchaki et Goma, a indiqué le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, ajoutant que parmi les rendus figurent 2 sujets rwandais. Vendredi dernier, le groupe rebelle avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral et son retrait de Kanyaruchinya, une décision qui visait, selon ce groupe, à créer un climat de paix favorable pour un règlement politique de la crise. Décision vue contrairement par l'officier congolais, le colonel Amouli. Selon lui, les rebelles ont été défaits.
On ne peut pas décréter un cessez-le-feu et abandonner les armes sur le terrain, les munitions, les stocks de nourriture et même laisser des capturés. C'est ça une preuve qu'ils ont été défaits et ils n'ont pas décrété un cessez-le-feu unilatéral. Et les rebelles se seraient retirés vers Kibumba à 27 km au nord de Goma. Les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ratissent et renforcent leur position dans la zone de Kibati. Selon des sources sur place, on observe une accalmie depuis dimanche 1er septembre sur la ligne de front. Revenons à Kinshasa pour parler concertation nationale. La date de l'ouverture des assises fixée initialement au 4 septembre vient d'être renvoyée pour le 7 septembre. L'annonce a été faite ce mardi par le bureau du Présidium au cours d'un point de presse. Face à la presse, le Présidium a indiqué que Kinshasa est l'unique site qui devra abriter les travaux de ces concertations. Les concertations nationales débuteront le 7 septembre à 11 h au Palais du Peuple. C'est par ces mots que le coprésidium s'est prononcé devant la presse pour annoncer la date de l'ouverture des concertations nationales. Initialement prévue dans 3 sites, Kinshasa sera l'unique ville qui devra abriter ces assises, dont l'ouverture sera caractérisée par le discours solennel du chef de l'État, Joseph Kabila. Les travaux des concertations nationales au niveau de 5 États généraux se tiendront à Kinshasa, dans différents sites dans la ville de Kinshasa. Après avoir travaillé d'arrache-pied pour la réussite de ces assises, le Présidium se prépare déjà à conduire les travaux en plénière, comme dans les États généraux pour la cohésion nationale. La rentrée scolaire édition 2013-2014 reste d'actualité ici en République démocratique du Congo. Lundi de septembre, jour de la reprise des cours, nos reporters qui ont sillonné les écoles de Kinshasa se sont également rendus du côté est de la ville, précisément dans la commune de Kinkole où l'équipe de Télé 50 a palpé les réalités de l'Institut Saint-Modestin. Nous sommes ici depuis 7 h du matin. Les élèves sont là. Il y a la rentrée effective des élèves aujourd'hui. Une rentrée effective, oui, puisque la directrice elle-même était bel et bien à cette heure-là à son bureau avant de recevoir les élèves, parmi lesquels les nouveaux et les anciens. Tous prêts pour 9 mois de cours. Je me sens vraiment prêt à aborder le cours. Oui, je suis prête. Cette première journée était surtout pour les enseignants un moment important car c'est celui de la prise de contact. Surtout que c'est les premiers jours de la rentrée. On ne peut pas laisser les enfants rentrer comme ça. Il y a un programme. Il y a d'abord le plan du cours. J'ai donné au moins les thèmes que nous allons exploiter durant cette année. Occasion également pour la promotrice de l'établissement, Marie-Kiet Moutinga, accompagnée d'un prêtre catholique, d'organiser une prière en faveur de l'ensemble du staff, y compris les élèves, histoire d'implorer Dieu d'être présent du début à la fin de l'année scolaire. Une rentrée qui se conforme à la logique du gouvernement qui avait tenu au respect strict du calendrier édicté par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est dans la partie ouest de Kinshasa que la rentrée a été beaucoup plus effective. À l'école primaire Bosangani, dans la commune de la Gombe, 737 élèves sur les 930 attendus, soit les 3/4 de l'effectif, se sont présentés pour la rentrée des classes. Dans l'Est donc, outre d'autres écoles, l'on retiendra que les responsables de Saint-Modeste ont fourni des efforts. Et en santé, 6 véhicules, des kits informatiques et d'autres produits tests pour la malaria ont été remis au gouvernement provincial à Mbandaka, à l'Équateur, par le projet PARS et la Banque mondiale. Ceci pour appuyer les campagnes de vaccination contre les différentes épidémies sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Pam Mafiotenga pour les précisions. Appuyer les activités de vaccination pour une large couverture sur toutes les zones de défense que compte la province de l'Équateur et améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux et centres de santé. Tel est l'objectif poursuivi par la remise le vendredi dernier à Mbandaka d'un important lot de matériel à la province par le programme d'appui à la réhabilitation du secteur de santé PARS, dont de la Banque mondiale. Ce lot de matériel est composé de kits informatiques, de chaînes de froid solaire, de produits et tests diagnostiques rapides TDR pour
le traitement de la malaria, ainsi que 120 bicyclettes et 6 véhicules 4x4 destinés aux antennes de Bouendé, Bissala, Bumba, Guadolite, Guémena et à la direction provinciale de Mbandaka. Qui s'ajoute au lot antérieurement acquis composé de 34 véhicules de même type et autres, a déclaré Dr Jacques Wangata, coordonnateur national de BARP. Tout en remerciant le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans ses efforts et souci de la modernisation de tous les secteurs de notre pays, signalons que la cérémonie de cette remise qui s'est déroulée devant les bâtiments administratifs de la province a été présidée par lui, Koya Diallo, gouverneur de province de l'Équateur. Mbandaka, Tomasi Otenga, Télé 50. Un mot de sport, 7e jeu de la francophonie. La deuxième délégation de la RDC, constituée de 19 personnes, a quitté Kinshasa, capitale de la RDC, ce mardi 3 septembre, avec à sa tête le professeur Manda Cheboa, directeur de cabinet du ministre en charge de la jeunesse, sport, culture et arts. Ces 19 personnes se sont ajoutées aux 27 autres qui avaient constitué la première délégation et ont quitté Kinshasa lundi à destination de Nice, lieu de ces jeux. De ces deux délégations, l'on note la présence des Léopard Football et leur sélectionneur Baudouin Lofombo, engagé au tournoi de football à ces Jeux. Cet appel nominal confirme les noms de ceux ou celles qui ont obtenu leur visa pour la France en perspective des 7e Jeux de la francophonie prévus à Nice du 7 au 15 septembre. Et quelques Léopard Football messieurs engagés au tournoi de football font partie de cette première délégation. Sur les 92 dossiers introduits pour l'obtention des visas, seuls 64 ont été répondus. Les 28 autres dossiers sont encore en attente. L'ambassade a écrit qu'on attend la décision de l'office des étrangers. Donc, au moment où nous parlons, il y a aujourd'hui 26 personnes qui vont voyager, demain 20 et le mercredi 20 personnes aussi. Alors, s'il y a entre-temps, si les visas, l'office répondait, donc, ça sera le 4 que tout le monde va aller comme programme. Les temps pressent, plus que 4 jours pour l'ouverture de ces Jeux, alors que la RDC, elle, est obligée de se déplacer à compte-coûte, ce qui ne pourrait en rien influencer les objectifs assignés, nous dit les responsables volet sport. Le premier départ pour notre délégation, vous avez vu, nous sommes venus chercher les athlètes. Je crois que le 2, le 3 et le 4, il y a des par fractions parce que les avions, vous savez que nous sommes en période de haute saison, donc tout le monde va partir. Du moins ceux qui ont eu leur visa. Mais j'ai dit, nous avons mis tout en œuvre pour que la participation soit de qualité. Et même pour le défilé et autres, ça va bien se passer. Une fois sur place, les Léopard Football messieurs de la RDC seront renforcés des Diafou Kalorine et Kialagradi, Walungwa Anthony qui évolue en France. La RDC jouera son premier match le 7 septembre contre les Niger, après quoi viendra la Côte d'Ivoire le 9 pour finir la phase des groupes le 11 septembre face au Cap-Vert avec les ambitions de se qualifier pour le deuxième tour. On va finir avec cette triste nouvelle, élevée à titre posthume au grade de haut officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba par le président de la République, Edi Angoulou, l'une des figures emblématiques de la révolution du 17 mai 1997, a été portée en terre ce mardi à la nécropole entre ciel et terre. Mais avant, une messe de requiem a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pour le repos de son âme. Homme d'État, Edi Angoulou n'a pas été oublié par le président de la République qui, à titre posthume, l'a élevé au grade de haut officier dans l'ordre national, Héros nationaux Kabila Lumumba. Attentif à tout le monde. Edi Angoulou avait des valeurs morales qui faisaient qu'il était nationaliste. Je connais Edi depuis 30 ans. Et si je devais retenir quelque chose, je dirais la rigueur morale, le sens du devoir. Douleur inexprimable pour ces tout-petits qui, très jeunes, perdent celui qui était pour eux un repère. Edi Angoulou est un homme d'idées, un homme d'action. Papa est mort pour son pays. Papa est mort après 50 ans de lutte. Papa est mort de fatigue. S'il vous plaît, aidez-vous, aimez-vous sans jugement. C'est très important, sinon on n'y arrivera jamais.
La chaleur paternelle s'en est allée, celle maternelle doit suppléer. Mais que pensent ceux qui ont lutté avec cet écrivain? Lorsque M. mène son action à l'est de la République, il dit c'est autoproclamé